Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Motion, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du nouveau Battle Tome pour Warhammer Age of Sigmar, la nouvelle moulure des Sons of Behemoth. Sort cette semaine le Battle Tome d'Illuminate et des Sons of Behemoth. Faut savoir qu'au moment où on tourne cette petite review, on est en test justement sur ces Battle Tomes et aussi le suivant, et que Warhammer Age of Sigmar continue de nous surprendre dans l'excellent sens, puisque les Battle Tomes se valent tous avec des forces, des faiblesses, soit des forces au niveau justement des aptitudes d'allégeance, pour d'autres ça va être au niveau des grandes stratégies et des tactiques de bataille, et pour d'autres c'est tout simplement la violence de leur War Scroll. Ici, on est donc sur la deuxième édition du Battle Tome Son of Behemoth, première moulure qui est arrivée pendant la V2, où beaucoup d'incompréhension, des choses très fortes, notamment sur le contrôle des objectifs, c'est-à-dire que ça gagnait mathématiquement des parties, mais il y avait un petit manque de saveur. Là, on est sur un Battle Tome qui, comme l'Illuminate, arrive à un niveau de maturité, et les game designers de Game Workshop continuent de faire un excellent travail, et je vais faire l'analogie tout de suite avec celle de Warhammer 40 000, on est du même niveau que les Imperial Knights, c'est-à-dire qu'on va jouer très peu de figurines, mais en termes de rejouabilité, on sera jamais lassé de ce Battle Tome, et c'est ça qui est génial. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Plusieurs choses extrêmement intéressantes. Déjà, c'est quand même un bonheur par rapport au Illuminate ou à Tzeentch de voir qu'on a quand même deux nouvelles entrées complètement, donc un personnage nommé et un nouveau méga gargant, c'est-à-dire qu'avant on avait 3 modèles possibles avec la boîte, maintenant on en a un 4e, et on va voir que le dernier il est quand même assez sympathique. Et effectivement, tu sens quand même un certain nombre de tests qui ont été faits sur ce Battle Tome et une vraie maturité, notamment sur ce qui avait toujours été un peu frustrant, c'est leur contrôle d'objectifs, parce que quels que soient les points de vie qu'ils avaient, ils comptaient pour un certain nombre de figurines, donc ça c'était 20 à l'époque, ce qui était parfois un peu trop, ou même plus dans une autre tribu. Aujourd'hui, ils ont enfin ce qu'on attendait dans les facs précédentes, mais qui n'arrive que maintenant, mais c'est bien que ce soit là, c'est-à-dire un tableau dégressif, plus ils sont blessés, moins ils comptent. Et à côté de ça, on a des profils qui sont légèrement revus à la hausse, avec des tribus différentes, une nouvelle, encore une fois, parce que votre tribu va dépendre de votre général. Donc maintenant, 4 différents, donc 4 tribus différentes, qui sont toutes intéressantes, qui t'apportent vraiment quelque chose. Les petits géants, les man crushers, ont aussi maintenant beaucoup d'intérêt. Tout est jouable, il y a des vrais choix à faire, tu vas effectivement bien contrôler la table, tu as quand même le tanking qui va bien, on rappelle que tous ces gars-là ont au moins 35 points de vie avec quand même une sauvegarde sympathique, des nouveaux rampage, ça aussi c'était attendu pour une armée qui était quand même vraiment basée sur le fait d'avoir des monstres. Là clairement, c'est les meilleurs des monstres. Il n'y a pas de j'arrive avec un petit monstre et tout, le mec il va te mettre une patate. Et ils mettent certaines des plus grosses patates du jeu potentielles. Ce que t'attendais en fait. Ouais, ce que t'attendais. Alors, quand tu jetais les dés, tu vois. Il y en a une avec laquelle on en parlera tout à l'heure, mais il y a potentiellement une patate qui peut être un peu frustrante d'un côté comme de l'autre. Il en met qu'une, mais il t'arrête de jouer. Il te fait vraiment ton armée en un clic. Ouais, il peut te renvoyer chez toi directement sans prendre le métro. Honnêtement, non, je trouve le BT dans la lignée des derniers, avec une vraie rejouabilité, y compris pour les joueurs historiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est peu de temps après la Meta Watch qu'a fait Game Workshop sur la place de ces Battle Tomes. Donc ils ont pris les plus gros sites, on va dire, de condensation de résultats de tournois sur un laps de temps suffisamment long, et les Sons of Behemoth se plaçaient 3e. Alors en France, c'est pas une armée que vous voyez forcément beaucoup, mais à la méta internationale, c'est quand même très fort, et le Battle Tome m'a l'air au moins dans la veine de ceux d'avant, et modulo effectivement leur contrôle qui va être un peu moins bon, ce qui est normal quand on commence à les taper. Donc ça promet des choses extrêmement intéressantes pour un Battle Tome qui a l'air équilibré, parfaitement jouable, encore une fois, que demander de plus. Pour pimenter ton analyse aussi avec une partie de modélisme, on est sur un kit unique, c'est-à-dire que le roi Brod, on va l'appeler Bob, le roi Bob, ainsi que sa version générique, c'est-à-dire avec son gros menhir, sont intégrés directement au kit plastique. La contrepartie, c'est que ça sera certainement au même prix qu'avant, donc ça doit être 150 € prix Game Workshop. L'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on a énormément de rabios à côté. Ouais, non, c'est bien de pouvoir faire tous les méga gargantes, notamment encore une fois le nouveau avec son méga menhir. Mais c'est bien dans un Battle Tome qui n'avait que peu d'entrées au final, donc Kragnos fait sa place comme dans tous les Battle Tome Destruction, même si c'est pas forcément là où il va s'épanouir le plus, mais d'avoir quand même 2 nouvelles entrées. Et encore heureux, tu me diras, vu qu'il y a au final que 7 War Scroll, mais un travail d'équilibrage pour qu'ils soient tous intéressants, avec des coups en points qui sont cohérents, ça donne beaucoup de rejouabilité avec, encore une fois, assez peu de figurines, parce que le modélisme est important certes, mais entre un Gatebreaker, un War Stomper, voilà, la différence n'est pas énorme, donc avec un seul kit de géant, vous pouvez jouer dans plusieurs sous-allégeances différentes, et c'est quand même vraiment cool. Yes, et enfin, dernière partie aussi qui est couverte, c'est pour les personnes qui aiment le modélisme et qui voudraient pouvoir les intégrer. Il va, comme pour l'historique, y avoir un type de géant par grande allégeance, un pour la destru, un pour machin, et ainsi de suite. Et l'avantage, c'est qu'ils vont avoir des micro-bonus qu'ils n'avaient pas avant, pour leur donner un petit peu plus d'ADN par rapport à ce qu'on va vouloir avoir. Certaines armées de la destruction vont avoir de la facilité à faire de la saturation
maturation, et d'autres ça va être pour mettre des grosses patates de forain. Le fait est quand même que c'est super cool. Pour rentrer un petit peu dans le dur du Battle Tome et de ces gros géants, même si on n'a pas tellement envie d'y rentrer, on va parler donc des aptitudes d'allégeance et donc de leurs traits de bataille. Le premier, ça va être en gros le plus fort a toujours raison. Le fait que justement quand on joue Son of Behemoth, on doit utiliser leur règle de War Scroll pour savoir combien il compte pour un objectif. Ça va de 20 à 12 pour tous les gros géants et 25 même pour le roi Bob à 12 quand ils ont plus beaucoup de PV. Et ici, quand on joue en tout cas l'allégeance Son of Behemoth, les Man Crushers, c'est-à-dire les plus petits, eux compteront pour 10. Ensuite, on va avoir Seigneur et Maître, le fait qu'on doit choisir un des très gros en seigneur de guerre, et qu'à partir du moment où on l'a choisi en seigneur de guerre, ça va un petit peu nous dicter notre allégeance. Ça veut juste dire qu'en fait, que vous ne pouvez pas faire une liste avec juste ce gars-là, donc à le tag War Master, encore heureux, mais vous devez avoir un des 4 génériques pour dicter la liste, c'est un choix qui est obligatoire, vous ne pouvez pas donc prendre juste le roi et que des petits, c'est pas possible. Yes. Ensuite, on va avoir le courroux des titans. Alors désolé, en fait, Game Workshop nous a envoyé la version en anglais et en PDF pour qu'on soit sûr de pouvoir sortir justement cette review le jour de la préco, ou en tout cas juste à côté, et donc c'est moi qui fais la traduction. Donc ici, courroux des titans, la capacité d'avoir 3 nouveaux actions monstrueuses qu'on rappelle, on va faire à la fin de la phase de charge. Ces nouvelles aptitudes monstrueuses, la première, ça va être le Beast Grapple, c'est tout simplement le fait de pouvoir prendre une figurine monstre à 3 pouces ou moins de son géant et de jeter un dé sur un 3+, les 2 figurines, donc l'ennemi et nous-mêmes, allons avoir le mot frappe en dernier. Alors si c'est ton tour, on rappelle que s'il y a 2 unités qui frappent en dernier, si tu es le joueur qui active ces unités, tu frapperas quand même avant l'autre. Mais ça permet surtout principalement de mettre 2 géants sur un monstre en face, de lui dire toi tu t'apprends en dernier, il y en a un qui s'active normalement et qui tarte le monstre en face, et après les unités qui s'activent en dernier s'activent, le tien donc d'abord et tu retartes le monstre en face. Et quand on va voir ce que font les méga gargantes, notamment 2, il y aura plus de monstres pour riposter, donc t'es quand même relativement tranquille. Ça veut quand même dire que t'envoies littéralement 1000 points pour ces Oui, géants. mais on voyait aussi qu'une des manières de bien jouer les Sons of Behemoth en tournoi, c'était un peu de les jouer, tu sais, comme les pustules de Nurgle. Alors c'est pas fluff pour le coup, mais tu les jouais quand même les 3 relativement proches. Et t'avais quand même pas envie de rentrer dans ce bunker-là. Aujourd'hui, t'as quand même encore moins envie de rentrer là-dedans avec un Mokrocha, par exemple, parce que il va te faire taper en dernier, les autres vont te massacrer, et en plus, on verra le 3e rampage, ils peuvent même te bouger pour être sûr de rentrer encore plus d'unités dans la zone d'engagement. Donc c'est quand même vraiment pas mauvais, ça. Yes, le deuxième, ça va être le tremblement de terre du cri, le Earth Shaking Row. En gros, on va prendre une unité ennemie qui aura une caractéristique de point de vie de 1 ou 2 et qui sera à 3 pouces ou moins justement du grand géant. On va jeter 2 dés. Et si jamais le total est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité, alors l'excédent de son jet de dés va faire que les figurines vont fuir direct. On rappelle que la bravoure moyenne à Geoff Sigmar, c'est 6. Donc, et que la moyenne de 2D, c'est 7,5. Donc, quoi qu'il arrive, ça en fait au moins un, théoriquement, qui va fuir. Et la contrepartie, par contre, c'est que les pertes qu'il va y avoir suite à ce test de morale ne seront pas pris en compte pour la phase de déroute subséquente. Bon. Donc, sur les figurines de 1 ou 2 points de vie, c'est quasiment systématiquement, à une exception près, qui est le pack de petits, plus intéressant qu'un piétinement, qui sur de plus va mettre des 3 BM. Et effectivement, on sort aussi de la review Luminette, où on avait beaucoup parlé des lithogardes, qui sont des unités, par exemple, que les Sons of Behemoth auraient énormément de mal à gérer. Là, si tu craques un peu ton jet de dés, ça vaut le coup de le tenter. Si tu en fais fuir 2 ou 3, ça devient tout de suite extrêmement rentable. Donc ça, c'est vraiment bien. On a vu que le premier permettait de gérer les monstres. Celui-là permet de gérer la horde. C'est intéressant, cet arsenal supplémentaire. Ensuite, le dernier, ça va être le slam colossal. Celui-là, il porte bien son nom. En gros, on va prendre un ennemi qui sera un monstre et qui ne sera pas partie d'unité, c'est-à-dire un monstre unique, et qui serait à 0,5 pouces de cette unité-là. Celui-ci va être redirigé n'importe où on veut, mais toujours à portée d'engagement de ce monstre. On va jeter un dé et sur un 3+, on va donc le déplacer. En plus de ça, il va prendre des 3 blessures mortelles et il aura -1 pour toucher sur toutes ses attaques jusqu'à la fin de la phase de combat, puisqu'il sera sonné. C'est quand même vraiment très fort parce que la plupart des monstres en face sont quand même aussi des gros socles et ça permettrait par exemple de mettre un autre de nos géants en portée d'engagement. C'est-à-dire typiquement je charge, j'ai 2 géants, j'en ai un qui charge, l'autre va rater sa charge, il va charger on va dire, au hasard à l'arrière qui a par exemple un gros socle, vous allez la prendre, vous allez la remettre là et du coup elle va retomber dans les 3 pouces d'engagement de celui qui a raté sa charge, qui va donc être en fin de phase de charge à portée, qui va pouvoir par exemple lui mettre un fight last. Et là, vous allez l'atomiser. Donc il y a quand même des combos là-dedans qui sont intéressantes. Et pourquoi aussi c'est bien d'avoir des nouveaux Monstrous Rampage, c'est que vous n'avez que des monstres.
dans l'armée, et vous n'aviez que 4 monstrueux rampage génériques, donc assez souvent, les derniers, par exemple, duel de monstres ou écraser un décor, si vous n'aviez pas de décor à côté, c'était un peu perdu. Là, en avoir 3 nouveaux fait que vous allez systématiquement avoir, on va dire, les meilleures options possibles. C'est intéressant pour l'armée. Et encore une fois, on est dans une unité d'armée où on va jouer peu de figurines, le fait d'avoir des tricks de micro-gestion où, pour le coup, un gros skill va être très récompensé, justement, ça fait plaisir. Et on rentre justement un petit peu dans cette histoire de finesse au niveau de sa jouabilité et de sa rejouabilité qui donnera envie, même si on joue peu de figurines, de faire plein de parties différentes. Et ça, c'est super cool. Le dernier, je le trouve quand même très très fort à ce niveau-là, parce que quand même, mine de rien, les géants ont des gros socles. Quand tu commences à en avoir 2 ou 3 sur la table, tu quadrilles quand même bien l'espace. Quand tu peux commencer à satelliser tous les monstres autour de ces gars-là, tu peux vraiment te retrouver à les mettre à portée d'engagement de manière facile. Et notamment, par exemple, charger une unité pour lui mettre les fameuses touches d'impact, mais l'autre va charger un monstre, il va le ramener dans la range du premier. Ils ont quand même des ben range aussi sur leurs armes. Je trouve ça vraiment hyper intéressant celui-là. On passe ensuite aux améliorations. On va avoir la famille des génériques. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, dépendamment de quel gros va être nos générales, alors on va débloquer 4 sous-allégeances. La générique est ultra séduisante, ça veut aussi dire que n'importe quel type de héros peut aller chercher dedans. Au niveau des traits de commandement, le premier, on la connaît bien, c'est le fait de passer de 35 à 40 PV sur l'intégralité de nos géants. Ouais, c'est quand même vraiment pas mauvais. On verra qu'il y a surtout une sous-allégeance où c'est très fort parce que vous avez une ward, donc une protection qui est assez intéressante là-dedans et qui se déclenche en fonction des points de vie perdus. Donc forcément, si vous avez plus de points de vie, ça se déclenche pendant plus longtemps. Il y a une petite synergie assez forte. Par contre, attention, ça ne va pas jouer sur le nombre de figurines pour lesquelles vous allez compter parce que c'est au point de vie perdu, pas au point de vie qui vous reste. Yes, ensuite, on va avoir comme autre trait qui s'appelle des grosses personnalités. Je trouve ça juste assez marrant. Le deuxième, c'est donc Furious Stomper. En gros, une fois par bataille, on va pouvoir tout simplement déclarer que quel que soit son nombre de PV perdus, on utilisera son profil maximum parce qu'on rentrera dans une rage animée. C'est quand même bien parce qu'on rappelle qu'en saison 0, on avait un PC pour faire ça. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Et on va voir que les tableaux sont quand même assez dégressifs, notamment sur les attaques principales de toutes les grosses armes qu'ils peuvent avoir. Donc ça peut être pas mal si on veut être sûr de bourriner un bon coup d'avoir ça. Yes, et le dernier va aussi fonctionner, on va parler pas mal de synergie de mouvement avec ce Battle Tome, c'est le fait de tout simplement ajouter 1 à ces jets de charge pour l'intégralité des Sons of Behemoth qui sont entièrement à 18 de ce général. On rappelle donc que ça c'est les génériques, chaque tribu va en apporter des quand même relativement sympathiques, je pense que le plus souvent on ira quand même chercher dans les tribus, mais le plus en charge est pas mal quand même. Ensuite on va passer aux artefacts de pouvoir avec les trophées titaniques. Le premier c'est d'avoir des très gros pieds, et en gros à chaque fois que le gros va pouvoir justement taper avec son attaque de Almighty Stomp, alors la caractéristique passera de 2 à 3 au niveau de ses attaques, sa rend passera de -2 à -3 et ses dégâts à 3 au lieu de T3. Alors déjà, ils n'ont pas tous le Almighty Stomp, le War Stomper ne l'a pas, il a une version un petit peu différente avec déjà plus d'attaques. Pour les autres, c'est quand même ok. C'est pas la meilleure attaque de la figurine, certes, il y a un bonus quand elle sert sur l'infanterie, c'est normal, les mecs leur jump dessus. C'est un bonus assez sympathique si vous voulez vraiment encore plus, on va dire, accentuer la létalité de vos gars qui n'en manquent clairement pas. Voilà, c'est un petit surcroît de létalité. J'irai, je pense, pas chercher ça quand même. Ensuite, on va avoir un bouclier en forme de herse qui va nous protéger plus, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va subir une attaque au corps à corps qui a une rend de -1, on va la déprécier et donc en faire rend 0. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on fera un jet de sauvegarde non modifié de 6, ça renverra une blessure mortelle. Donc théoriquement, si on se fait one-shot, 6 BM. Les géants n'aiment pas non plus trop la saturation, parce qu'ils ont pareil une sauvegarde exceptionnelle. Ils sont tous en sauvegarde à 4. Comme les bonus ne se stackent pas, ils peuvent maximum avoir une sauvegarde à 3. Mais c'est quand même pas si mal. Il y a certaines armées qui saturent beaucoup avec de la reine -1. Alors, en générique, j'irai pas chercher ça, surtout qu'on va voir juste après qu'on ira chercher, je pense, très souvent. Mais en soi, il est quand même pas mauvais. Yes, ensuite on va rentrer dans la violence, c'est Scavenger Wake. En gros, une fois par bataille, à la phase de combat, on va tout simplement pouvoir prendre une unité ennemie à 3 pouces ou moins du porteur et jeter un nombre de dés équivalent au nombre de figurines dans l'unité jusqu'à un maximum de 10, et pour chaque 4 plus, ça fera une blessure mortelle. Ça te fait quand même bien mal ça dans les hordes, sachant que bon, ils ont plein de moyens de défoncer tout ce qui touche. Là, ils le défoncent encore plus et ça peut leur permettre de ne pas rester englumés dans des hordes, c'est quand même vraiment pas mal. Yes, et enfin le dernier, mon préféré au saumon, c'est le totem d'ambre qui fait tout simplement que le porteur peut courir et charger à ce tour. Oui, c'est très fort. Alors c'est très fort, quelle que soit la tribu que vous allez jouer. Et il y a une tribu qui en plus va donner un bonus de type équivalent au petit, mais qui ne le donne pas au gros, comme ça le gros peut suivre ses petits copains. Ouais, c'est vraiment pas mauvais, ça c'est même vraiment très fort. On enchaîne ensuite avec les sous-allégeances qui encore une fois dépendent de notre seigneur de guerre et nous offrent aussi à chaque fois justement des traits de commandement et des artefacts. On va passer justement aux Taker Tribes, la tribu du Kraken Eater. Historiquement, ça donnait déjà un meilleur contrôle map, et là, c'est toujours pareil, puisque dans cette allégeance, les Man Crushers, qui sont les moyens, enfin les petits, j'allais dire petits, mais ils sont pas si petits, les moyens qui comptaient normalement pour 10, là, compteront pour 15, et en plus de ça, on va ajouter 5
justement pour savoir le nombre de figurines sur unité pour les gros. On rappelle que normalement ils sont à 20, ils passent à 25, et que là le gros Tob, donc lui il passerait de 25 à 30. En plus de ça, c'est anecdotique, mais si le jour où ça arrive et que tu peux le lâcher, t'es content, c'est tout simplement un ordre, une aptitude de commandement qui fait que les Man Crushers vont ajouter plus 1 dégât quand ils tapent justement une figurine qui a un artefact ou qui est unique, c'est-à-dire un personnage nommé, à savoir quand même que c'est une aptitude de commandement qui cible une unité de petits, enfin de moyens. Ça veut dire que si on joue une unité de 3, ça impacte les 3. Ouais, alors on verra que l'unité de 3 petits a quand même été bien buffée, parce que dans chacune des 4 tribus, tu as on va dire un ordre qui va les magnifier eux. Mine de rien, c'est pas si mal, parce que des personnages nommés relativement forts, on en voit un certain nombre. Sans faire de spoilers sur le War Scroll des petits, avant ils avaient 10 attaques dégâts 1, maintenant ils ont moins d'attaques mais avec des plus gros dégâts. Donc leur rajouter encore plus 1, c'est vraiment pas négligeable. C'est clairement l'attribut effectivement du contrôle, parce que compter pour 10, bon c'est vraiment bien, mais c'est-à-dire que maximum tu vas compter pour 30. On est quand même dans l'ère d'un bataillon qui s'appelle Expert Conqueror, qui permet à beaucoup d'unités de vétérans de galets de compter pour plus. Commencer à compter pour 45, sachant qu'on se doute quand même qu'on va quand même tuer un certain nombre de vétérans de galets d'en face, ça fait vraiment quelque chose qui peut être relativement intéressant. Donc si l'armée a besoin d'un surcroît de contrôle, sachant que forcément elle l'a perdu avec le tableau dégressif de contrôle des gros, c'est dans cette tribu qu'on ira chercher ça. Après, c'est pas la tribu qui est là principalement pour faire de l'attrition, même si l'ordre est sympathique, mais si vous voulez faire du contrôle et donc, on va dire, prendre l'ascendant sur la partie scoring primaire... Je peux traduire ? Si vous voulez gagner une game en étant complètement con, en mettant votre gros cul de géant sur un objectif, c'est ce qu'on faisait en V2, et ben c'est encore possible. Ouais, c'est un peu moins possible qu'en V2, parce que les gros vont quand même descendre, mais maintenant qu'on va plus jouer des petits, bah les petits compteront pour 45, mais dès qu'on en perdra un, on comptera plus que pour 30. Bon voilà, c'est l'attribut du contrôle. T'as vu que le sel, ça se réchauffe bien, hein ? Oui, ça se réchauffe bien. Au niveau ensuite des traits de commandement, le premier va permettre tout simplement à un géant d'avoir 2 artefacts de pouvoir au lieu d'un. C'est quand même vraiment pas mal. On rappelle qu'il y a l'Arcane Tome, et que comme il n'y a pas de sorcier dans l'armée, ça peut être relativement sympathique d'avoir au moins un sorcier, et qui peuvent en plus s'allier à personne, hein, comme d'habitude, pour notamment lancer un bouclier mystique. Yes, et enfin, le deuxième trait, ça va être tout simplement le fait que les unités ennemies à 6 pouces de ce général ne peuvent pas recevoir la présence exaltante et l'ordre de commandement pour se rallier, c'est-à-dire pour revenir sur du 6. Alors, je l'aurais trouvé exceptionnel si tous les gros n'avaient pas eu une nouvelle entrée sur leur War Scroll qui s'appelle en gros présence terrifiante, et qui fait que quand ils sont engagés avec une unité, celle-ci ne peut pas s'immuniser à la bravoure. Donc en fait, je pense que ce nouveau bonus suffit à ne pas aller chercher ça, parce qu'au final, ça le fait à 6, mais tu vas pas faire de dégâts en phase de tir, même si ça tire un petit peu. Donc tu vas faire tes dégâts au corps à corps, donc ils pourront pas s'immuniser. Donc en fait, je pense que tu n'en as pas besoin, même si en soi, c'était très fort. À moins vraiment de ne jouer que des petits, et de ne pas bénéficier suffisamment de ça, ou en tout cas que sur un seul gros. Je le trouve un petit peu léger. Sans ça, il aurait été exceptionnel et auto-include, mais bon. Yes, on va maintenant regarder les artefacts de pouvoir pour cette tribu. Le premier est OK, puisque à la phase de combat, on va pouvoir choisir un héros ennemi à un 3 pouces de cette figurine, jeter un dé sur un 4+, le héros va prendre des 3 blessures mortelles et va avoir tape en dernier. Le tape en dernier est quand même vraiment sympathique, parce que ça permet un peu de séquencer peut-être différemment ce que tu as à faire. En plus, c'est juste en héros, il n'y a pas écrit héros non monstre. Donc tu peux très bien te retrouver par exemple avec un qui va faire son combat de catch et faire taper un monstre en dernier, plus ça va être sur l'autre. Après, en termes de létalité pure, ils en ont pas besoin. De toute manière, ils vont atomiser quand même beaucoup de choses de ce qu'ils vont toucher, mais c'est pas négligeable comme bonus. On passe tout de suite à celui qui est pété ? Oui. D'accord, le dernier, c'est la lanterne qui va tout simplement permettre à un Kraken Eater, à la phase de héros, de manifester un sort ou d'invoquer un Endless Spell de la même manière qu'un magicien, et en plus de ça, la portée du sort est doublée. Ouais, bah c'est quand même vraiment fort. Alors on pense tout de suite au soleil violet. Après, quand on fait des listes, on se rend compte que assez souvent, on n'a pas les points pour le rentrer. Maintenant, mine de rien, les géants ont beaucoup d'attaques qui tapent fort avec de la grosse reine, mais le surcroît de reine -1 en fait qui est apporté par le soleil violet est quand même vraiment toujours très bien. C'est principalement au soleil violet qu'on pense. Mais si vous jouez dans cette tribu-là, sachant qu'en plus vous pouvez prendre un artefact supplémentaire avec le trait de co qui va bien, ouais, je pense que ça se réfléchit. Parce que même, on sait qu'il y a des endless spells quand même de dégâts. Je pense aux épées, je pense à la Burning Head, qui rajoute encore un certain nombre de blessures mortelles, et ça peut être appréciable, ce surcroît de létalité. Et encore une fois, si dans la liste, un type de liste qui permet de rentrer le soleil violet, si vous avez ce type de liste-là, le rentrer, c'est très fort. Yes, on va changer d'allégeance, on va passer justement au Breaker. C'est l'aptitude d'allégeance des Gatebreakers. Perso, c'est mon chouchou. Pourquoi ? Déjà parce qu'on va pouvoir ajouter un dégât à chaque fois que justement les Man Crushers, donc les moyens, tapent sur une unité qui est dans une garnison ou entièrement dans un terrain. Ça, c'est à chier. Ouais, c'est très anecdotique malheureusement. Mais justement, ça va être la rampe de lancement pour le suivant, qui nous permet de débloquer un ordre, qui fait qu'à la phase de charge, on va pouvoir sélectionner une unité. Donc c'est, attention, unité 1, 2 ou 3 Man Crusher, et celle-ci va pouvoir déclarer une charge sur une unité ennemie à 18 pouces et charger avec 3d6. Juste
On rappelle, on a un trait qu'on a déjà vu générique qui nous donne +1 au jet de charge pour les copains d'à côté, gros et petits. On a un trait, une relique générique qui nous dit advance et charge pour 1. Donc imaginez une liste dans laquelle on va avoir un Gatebreaker. Normalement, il bouge de 10. Là, il va pouvoir advance à 6 auto pour un PC, donc bouger de 16. Et lui, pouvoir charger à +1. Et tous les copains d'à côté qui bougent de 8 vont bouger de 8 et charger à 3d6. Et s'ils sont à côté du gros, ils vont pouvoir advance. Donc même chose, ils vont bouger de 8 et charger à l'équivalent de 4d6. On le verra, quand on joue ce petit mec, il va en plus de ça avoir une prière qui peut tenter à chaque tour et utiliser un des effets qu'une fois par game, c'est le +2 mouvement. Ça veut dire qu'un Gatebreaker va bouger de 18 et pouvoir charger derrière. Et les petits à côté vont bouger alors, eux, de 10 et puis 8 et charger à 4d6. En termes de projection, de mobilité et donc de plaisir de jeu pour prendre la table, surprendre son adversaire, aller chercher aussi justement des objectifs secondaires qui permettent d'avoir 2 unités à côté ou de prendre le contrôle, j'en sais rien, d'un décor dans le territoire adverse. Là, on s'ouvre le plan de jeu et on se rend compte que finalement, ce Battle Tom a une âme et une profondeur en fait. Et on ne parle qu'un seul type de gameplay. On n'ouvre pas que le plan de jeu, je pense qu'on ouvre l'autre aussi. C'est-à-dire que s'il ne sait pas faire des cordons, il va le regretter très très fort. Même avec des cordons, puisqu'en fait... Alors, excuse-moi, mais on l'a pas dit mais les gros peuvent passer au-dessus des figurines et des décors qui font moins de 4 pouces. Mouvement seulement, pas charge. En effet. Ouais, encore heureux. Effectivement, ça permet une projection qui est extrêmement violente, / intéressante. Donc là, on avait vu que la tribu des takers servait quand même surtout à contrôler la table, peut-être de manière aussi un peu passive, en se posant sur les objectifs et en gagnant comme ça. Là, c'est vraiment pour jouer l'attrition par l'agression. En fait, c'est la plus grosse alpha que tu peux faire dans cette liste. Et quand on verra le profil du Gatebreaker, ça fonctionne quand même relativement bien. Alors, une chose qui est à noter quand même, c'est que comme c'est un ordre qui est donné en phase de charge, vous ne pouvez pas utiliser l'ordre pour relancer la charge sur l'unité qui en a donc déjà reçu un. Donc, faut quand même se rapprocher un minimum et pas tenter des charges complètement YOLO à 16 pouces, même avec 3d6 en disant c'est pas grave, je la relance. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Mais effectivement. La première fois qu'on a testé le Battle Tom, je t'ai fait une charge à 18 T1. C'est vrai. Je me rappelle. C'est vrai. Et la fois d'après, t'as tenté de me rentrer une charge à 4,5 qui est pas passée. C'est vrai. Mais mais je m'en fous parce que crois-moi que ça a été complètement occulté par la charge à 18. Oui, c'est vrai que la charge à 18, elle l'avait détendue. Non, mais voilà, effectivement, ça agresse quand même très très fort. Alors, le bonus, entre guillemets, est anecdotique parce que votre adversaire ne se mettra jamais en garnison ou jamais entièrement dans un élément de décor quand il sait que vous avez ça, notamment sur les petits qui gouachent quand même relativement fort. Mais le Gatebreaker tape comme une brutasse en lui-même, même potentiellement extrêmement brutalement si vous avez un peu de chance au dé. Donc ouais, c'est quand même un plan de jeu qui est bien frontal. Et même quand vous avez un peu clean l'adversaire, ça permet aussi d'aller chercher ces unités satellites dans tous les côtés, donc d'être aussi très fort sur le contrôle de table, mine de rien, même si vous comptez pour moins. Et ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai, sur les objectifs primaires, dont certains peuvent être un peu compliqués à marquer en géant. On rappelle que cette armée n'a aucun vétéran de galet et ne peut pas en avoir. Donc ça peut être un peu embêtant sur certaines tactiques, ça le contrebalance bien quand même. Ou même un des petits filous qui s'amuse à t'invoquer 3 Nurling chez toi en disant tu vas faire quoi ? Je vais les défoncer sur 20 pouces, je vais les pulvériser cette merde. Et je vais me replacer aussi derrière. Donc franchement c'est cool. En tout cas ça pallie pour moi à une des délances d'avoir moins d'unités que son adversaire et de se dire un scénario à 2 objectifs c'est auto-win, un scénario à 8, j'ai auto-lose. Ouais. Là ça permet aussi de toujours pouvoir jouer et ça c'est assez sympa. Et enfin la dernière aptitude justement de cette Breaker Tribe, c'est le fait de, quand on fait sa liste, de devoir choisir un ennemi juré en gros, et le Gatebreaker ainsi que les Mind Crushers vont avoir un bonus. Soit ils vont avoir +1 pour toucher les héros et les magiciens, soit ils vont avoir un bonus de +1 pour toucher sur les totems, soit ils auront alors un bonus de +1 pour toucher sur les machines de guerre et les monstres. Le premier est quand même assez bien parce que les héros, il y a quand même des gros héros que tu as envie de fraguer. La petite doléance, c'est que tu as quand même beaucoup d'attaques qui touchent sur du 3 ou du 4, notamment du 4, c'est toujours un petit peu gênant sur des héros qui peuvent souvent te mettre des malus. La deuxième est intéressante parce que c'est totem, donc ça touche quand même assez peu de monde, et unités qui ont une bannière. Voilà, et ça, des unités qui ont une bannière ou un command modèle, donc de l'état-major en fait, si on reprend la terminologie de battle, il y en a beaucoup quand on regarde bien. T'as très souvent des champions maintenant qui sont en plus ceux qui vont donner leurs ordres, donc ça moissonne quand même relativement bien. Et le dernier, les monstres, je pense que t'en as pas besoin, tu les fumes suffisamment, et les machines de guerre, aujourd'hui, je vois pas de machines de guerre très impactantes dans le jeu, donc entre le premier et le deuxième, et il y a des moyens de pallier et de prendre les 2 premiers de toute manière. Yes, ensuite au niveau des traits de commandement pour justement cette tribu-là, la première ça va être le fait de pouvoir choisir un des deuxièmes justement avantages pour le général, sous-entendu choisir totem et commande modèle, et pourquoi pas héros et magicien. Et enfin le deuxième trait c'est de voir en rouge, puisque en gros si ce général est à 3 pouces d'une garnison ou d'une unité qui est entièrement dans une zone de terrain, de pouvoir taper à plein potentiel même s'il a perdu des PV au niveau de son profil dégressif.
Non, parce que l'adversaire ne se mettra jamais en garnison ou jamais entièrement dans un terrain pour éviter que vous lui laviez encore plus la tronche. En fait, les optimisations qui dépendent du bon vouloir de l'adversaire, en général, j'aime pas trop, parce que c'est lui qui va dicter votre plan de jeu plutôt que l'inverse. Bon, même si c'est pas un énorme changement, il a un profil assez dégressif quand même, donc le bonus est sympa, mais comme il dépend de l'adversaire, j'irai pas prendre ça. Ensuite, on va avoir le grand Rekka, puisque en gros, un jet de touche non modifié de 6 pour l'attaque de Fort Crusha va avoir D3 blessures mortelles en plus des dégâts normaux. C'est pas mal. Alors avant, il avait beaucoup d'attaques sur son gros fléau, hein, parce que c'est de cette arme-là dont on parle. Aujourd'hui, il a moins d'attaques qui font plus mal, donc ça rend l'artefact un petit peu moins intéressant quand même. Mais bon, on a vu qu'il y avait la course auto, hein, enfin la course et charge, avec potentiellement un charmant petit 6 pour bouger de beaucoup et suivre les petits qui vont très loin. J'irais quand même plus chercher celui-là. Yes, et enfin, le dernier artefact spécifique à cette tribu, c'est le fait d'avoir +1 pour blesser quand on cible un héros. Celui-là, il y a peut-être match. Ouais, parce que mine de rien, tu tabasses quand même vraiment ultra fort. T'as potentiellement une attaque qui n'a pas besoin de blesser aussi, on verra ça tout à l'heure. Et si vraiment il y a un monstre, un héros monstre que t'as vraiment du mal à tuer, t'as quand même toujours l'heure de gloire, on rappelle, parce que le géant blesse à 3, donc il va blesser à 2. Moi je pense qu'honnêtement la possibilité de courir et charger est quand même au-dessus de Je suis d'accord avec toi. Maintenant on rappelle aussi qu'on est dans un des rares Battle Tom à avoir un détachement qui te permet, si tu joues 2 gros, soit d'être en monopause, soit d'aller chercher un deuxième artefact, donc beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Ouais, mais je pense que j'irai quand même aussi souvent chercher l'Arcantum. Après, ça nécessiterait aussi, et on verra quand on verra le profil de ce gars-là qui est quand même unique, donc pas customisable, que si tu joues un seul gros à côté, de toute manière, il peut pas avoir 2 artefacts, à moins d'être le taker avec le trait qui permet d'en avoir 2. Donc assez souvent, je pense qu'on n'aura pas de deuxième artefact. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le bataillon qu'on jouera quasiment systématiquement avec 2 gros, t'iras plus chercher le monopause pour avoir moins de drop que ton adversaire, plutôt que l'artefact supplémentaire. Yes, on va ensuite passer dans la tribu des smashers, donc des écraseurs. Il faut pour ça que son seigneur de guerre soit un beast smasher. C'est le nouveau. Exactement, c'est la variante de celui-là avec son petit menhir. Gros menhir. Là, clairement, les gars, on va être dans la finesse, puisqu'en fait, ça va permettre aux man crushers, donc aux petits, s'ils sont à 3 pouces d'un géant, de transformer toutes leurs attaques par une seule qui va être dévastatrice. Et si elle passe, les damages seront de 4d6. Ouais. Ça représente bien cette tribu. Alors lui, c'est le géant pure destruction, donc même le mercenaire ne peut s'allier qu'avec la destruction, et lui-même peut faire ça avec son gros menhir pour faire 5d6. En fait, il a appris aux petits à faire la même chose, mais là, ça aurait pu être 2d6 ou 3d6, là, ils ont quand même franchi un cap, c'est 4d6. Donc autant vous dire que si votre adversaire joue des monstres, c'est la tribu que vous allez prendre et vous allez les exploser, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Faut noter qu'on peut avoir des unités de 3, c'est souvent ce qu'on fera, parce qu'ils ne sont jouables que de 1 ou 3, à 450 points et 150 points, donc il n'y a pas de réduction. Par contre, ils ont un détachement qui nous permet aussi justement d'avoir des bonus. Et là, c'est l'unité. Oui. D'ailleurs, c'est de la finesse. Donc tu vas faire 3 patates, il y en a une qui passe et 4 des 6. C'est de la finesse. Alors après, il faut blesser, il faut que l'adversaire rate sa sauvegarde. Là, tu vois, Titch, il va prendre son petit 6 magique et il va te dire, mon poulet, il survit. Mais oui, c'est assez fin, je trouve que voilà. Mais c'est une bonne adjonction, en fait, à l'arsenal des tribus globales, où t'en avais une qui était sur le contrôle, l'attrition, il y en avait une pour la gestion des hordes, qu'on verra derrière. Bon, là, si vous voulez gérer du monstre, au moins c'est assez clair, dans le design de la règle, c'est le monstre en face va crever, c'est assez bien fait. Yes, ce qui est très intéressant, c'est que ça synergise très bien avec justement l'ordre qui est donné avec cette tribu-là. Cet ordre ne peut être donné que par le général, donc on sait que le général doit être justement la nouvelle moulure de ce petit mec. Ça va permettre 2 choses. Déjà, ça va lui permettre, en fait, à son unité qui a reçu l'ordre, d'être considéré à plein potentiel au niveau de son palier dégressif. Ça, c'est et en plus de ça, s'il meurt à la phase de combat et qu'il n'a pas tapé, il va quand même pouvoir taper. Donc tu te dis, je l'envoie, il se fait sécher par un monstre. Kragnos, il se dit, toi, je t'en sèche au moins un. Et lui, il fait, ouais, mais moi, je te sèche derrière. Et les 2 autres, ils applaudissent. Ah, c'est quand même... Ça, c'est vraiment fort. Le premier effet était rigolo, mais je pense que c'était un peu trop kiss cool. Mais celui-là, je le trouve quand même vraiment très fort, parce que mine de rien, ils ont des tableaux dégressifs qui sont assez impactants. Donc le fait de taper à plein potentiel, ça fait qu'ils vont vraiment faire mal. Et en termes de séquençage, c'est bien aussi, parce que vous pouvez dire, écoute, tu sais quoi, tape-moi d'abord, dans tous les cas, je vais te fracasser à profil max, que tu m'aies tué ou pas. Donc j'ai pas envie de dire sauver, parce que le mob maintenant, donc la bande de 3 petits, est vraiment très très correct. Mais pour la rendre encore meilleure, ça, c'est vraiment fort. Et c'est peut-être ça qui donne envie d'aller chercher cette allégeance-là, dans un build où tu joueras un gros et 3 fois 3 petits. Donc pas forcément ce gars-là, où je jouerai plus dans la tribu d'avant. Mais quand tu joues 3 fois 3 petits, ça, c'est quand même vraiment balèze, parce que tu sais que tu vas rentabiliser, sauf si tu te fais déglinguer au tir ou à la BM en phase de magie, toutes tes unités de petits, systématiquement, qui taperont dans tous les cas à profil max, qu'elles meurent ou pas. Je trouve ça vraiment intéressant stratégiquement.
Yes, ensuite on va voir justement les traits de commandement de cette allégeance-là. Ça va être de voir vert, on se souvient tout à l'heure c'était voir rouge, là c'est voir vert. Oui, parce que eux, en fait, ils ont un petit peu de fluff quand même. C'est ceux qui sont les plus imprégnés de la WAG. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont eux que destruction. Ils ont un délire où ils se prennent un peu pour Gurkha Morka. Voilà, c'était la minute fluff. Putain, mais tu m'as niqué mon intro, quoi. Puisqu'en fait, justement, une fois par bataille, ils vont pouvoir dire que ils ont une vision de Gurkha Morka, et en gros, ils vont avoir une protection il va avoir une protection à 4 contre les mortels. C'est trop restrictif quand on pense à la protection A3 que les Runephasers sur Magma Drop peuvent avoir pendant une phase, mais contre tout, là, c'est que A4. Alors certes, ça a 35 PV, hein, et pas beaucoup moins, mais c'est que contre les BM. Et comme ils ont beaucoup de PV, ils souffrent quand même un peu moins des BM. C'est-à-dire ils peuvent même quasiment tanker une phase de magie de Tinch à courte portée. Je la trouve un peu légère. Yes. Le deuxième trait, ça va être tout simplement le bueur, puisque en gros, à chaque fois que cette figurine va buter un monstre, alors on va jeter un nombre de dés égal à la caractéristique de points de vie du monstre. S'il a 10 points de vie, on va jeter 10 dés. Pour chaque 5+, on va soigner la figurine d'un point de vie. C'est fluff. C'est vrai que c'est quand même assez rigolo, ce qui déboîte le monstre et après il boit son sang. Tout ce qui peut healer ces gars-là qui ont quand même un bon tanking grâce à leur point de vie, plus que grâce à leur sauvegarde, est bon à prendre. Maintenant, encore une fois, c'est un trait de côte. On n'a que un dans ta liste et il y a quand même match avec certains de ceux qu'on a vus précédemment dans les génériques, notamment. À voir, il est pas mauvais. Yes, ensuite, on va passer justement aux artefacts pour les smashers. Celui-là est pas très fort, mais en tout cas, je le trouve très intéressant. C'est un nouveau mécanisme de jeu. En gros, quand le mec avec son menhir va cibler un héros, un monstre ou une machine de guerre et que son jet pour blesser sera 6, alors il va péter l'armure adverse. Il aura toujours sa sauvegarde d'armure, mais il ne pourra jamais l'améliorer. Il n'a pas non plus tant d'attaques que ça. Sur les pièces qui ont beaucoup d'armure, t'as envie de mettre le coup unique qui fait 5d6 parce que c'est quand même vachement plus rigolo, on va pas se mentir. Et au final, ça empêche juste d'améliorer l'armure. C'est pas mauvais en soi, mais j'aurais préféré que ça mette par exemple des -1 systématiques à l'armure sur du 4+, ou ce genre de choses. En l'état, je le trouve un petit peu anecdotique quand même. Yes, un qui va être très fort, ça va être pour le Beastmasher, donc la version générique uniquement. Une fois par partie, à la phase de combat, le porteur va tout simplement canaliser la WAG, mais ça ne veut pas dire que ça impacte ses règles, ça veut juste dire que dans sa tête, il y pense très fort, et ça va lui permettre tout simplement d'ajouter 1 au jet de touche pour toutes les attaques en mêlée faites par les Sons of Behemoth jusqu'à la fin de la phase. Il n'y a pas de limite de portée. Ah, c'est quand même marrant, parce que quand on avait fait les Oruk War Clan, vous voyez qu'il y avait une WAG pour chacune des tribus, et ben lui, il a sa WAG à lui, parce qu'encore une fois, c'est les géants, on va dire, qui sont plus touchés par Gurkha Morka, pour un bonus qui est quand même très sympa, parce que quand toute ton armée touche à 4, ou 3 ou 4, on va dire, passer à 2 à 3, ça te fait quand même une bonne grosse phase de combat. Donc toutes les occurrences de WAG chez les Oruk War Clan étaient très bonnes, celle-là l'est également, c'est pour ça que je pense qu'en artefact dans cette tribu, c'est toujours celui-là que tu vas aller chercher. Ensuite, on continue, mais cette fois-ci avec la tribu des écraseurs, c'est-à-dire les Stompers, qu'il faut impérativement que son seigneur de guerre soit un War Stomper pour pouvoir justement bénéficier du gros cri, puisque là, en gros, quand le général donne un ordre à une unité de Man Crusher, il va pouvoir le faire pour le même nombre de points de commandement sur une autre unité de Man Crusher. Encore une fois, c'est pas mal. Maintenant, cette allégeance, donc le War Stomper, c'est le moins cher des gros. Cette allégeance, c'est là, c'était déjà le cas aussi avant, pour gérer de la horde, on va voir que c'est un peu moins le cas, et pour fiabiliser les petits. Je pense que l'ordre qu'on a vu juste avant les fiabilise mieux en les faisant taper à potentiel maximum, et même s'ils meurent. Voilà. Donc des ordres sur plusieurs unités, c'est toujours bien, mais le fait de frapper à plein potentiel quand on te tue quand même, je trouve ça un peu meilleur. Donc cette tribu perd un petit peu de sa saveur par rapport à avant. Yes, là où en tout cas ça va synergiser en interne par rapport à cette sous-allégeance, c'est l'ordre qui vient juste après, puisqu'on rappelle, il va pouvoir donner un ordre à une unité, et en le donnant à une, il va pouvoir le donner à une deuxième unité. Et c'est tout simplement que l'unité de Man Crusher, qui aurait là plus une attaque, justement avec ses cailloux, bah tu vas le faire sur 2 unités potentielles. C'est pas non plus une armée de tir, hein. Donc c'est toujours bon à prendre, mais ça reste un petit peu léger. Après, le plus 1 en sauvegarde sur 2 unités, ou le plus 1 à la touche sur 2 unités, les petits touchent à 3, ça les fait toucher à 2. C'est pas mauvais en soi, mais ils ont quand même pas un tanking qui est monstrueux, ils ont que 12 PV, que 12, entre guillemets les petits, et ils peuvent se faire gratter par des trucs un peu impactants, et si on arrive à t'en tomber 1 ou 2 avant qu'ils aient le temps de taper, l'unité qui vaut quand même 450 points perd quasiment tout son intérêt en termes de létalité pure. Donc je préfère le fait de se dire, ok, tu vas me tuer, mais je vais quand même t'embarquer aussi, ou le fait, comme on a vu précédemment, de charger avec tout dès le T1 et faire vraiment des gros alphas.
petit bémol sur cette allégeance-là, en tout cas pour l'instant. Yes, et enfin, dernier avantage, c'est le fait qu'on va ajouter à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée, des Man Crushers quand ils ciblent une unité qui va avoir entre 10 et 19 figurines, et ajouter 2 quand jamais ils attaquent une unité qui a plus de 20 modèles à l'intérieur de celle-ci. Bah, c'est la partie gestion horde dont on parlait. Alors déjà, aujourd'hui, des hordes, on en voit quand même assez peu, parce que qui dit horde dit vétéran de galet, et comme le Bounty Hunter prend quand même souvent le pas sur le vétéran de galet, on a quand même tendance à en voir un peu moins. Et avant, ils avaient beaucoup d'attaques. Dégâts 1. Donc, passer sous beaucoup d'attaques, ils en avaient 10. À dégâts 2 ou dégâts 3, c'était plus impactant que les 4-5 attaques qu'ils ont aujourd'hui, qui sont dégâts 2 et qui passeraient dégâts 3. Donc, en fait, tu bénéficies moins de ce bonus-là. Et en fait, avant, le Warstomper en bénéficiait aussi, et il a perdu ça. Il n'y a plus que les petits qui en bénéficient. Donc, ils sont un peu moins bons en gestion de horde qu'ils l'étaient avant. Et en plus, c'est pas non plus ultra méta d'avoir trop de hordes en face, en ce moment, en tout cas. Ensuite, on va avoir maintenant les traits de commandement. Le premier, ça va être le Super Grip, puisque quand le général utilise justement son choc de corps, pour pouvoir justement tartiner. Là, il va pouvoir relancer un ou les 2 dés, puisqu'en fait, dépendamment de s'il tape un monstre ou autre, il va pouvoir jeter un nombre de dés différents pour faire des mortels. Ouais, c'est ça. Toujours un petit bonus d'attrition supplémentaire à prendre. En termes de trait de co, c'est un peu léger quand même. Yes, et enfin, le deuxième, ça va tout simplement lui permettre de faire des charges à 3d6 au lieu de 2d6. Donc pour le coup, Oui, bon, ça c'est avec l'artefact générique et le trait de ça, si on n'en choisit qu'un gros, mais on veut que ça soit sa représentation sur le champ de bataille, le mec va littéralement pouvoir bouger, courir et charger à 3d6 et une unité à 18 pouces. Ça, c'était quand même vraiment sympa avant, parce que c'est un artefact qui existait déjà, mais il te donnait une relance de la charge aussi native. Bon, tu l'as pas, au pire tu dépenseras un point de commandement pour le faire, c'est pas gravissime. C'est peut-être ça quand même qui peut soigner l'allégeance, parce que se prendre un Warstomper T1 sur un coin, ça fait quand même jamais rigoler personne. Maintenant, on rappelle quand même dans le Battle Tome, il y a Kragnos, et que Kragnos, de manière globale, à toutes les sous-allégeances, peut donner cette fameuse charge à 3d6 avec une unité éligible à 18. Donc je pense que ça ne sauve pas l'allégeance, même si en soi c'est quand même excellent comme optimisation. Yes, ensuite pour parler des artefacts de pouvoir, le premier ça va être pour le Warstomper, tout simplement le fait que à sa phase de héros, le porteur pourra gagner 1 PV perdu, et qu'en plus de ça, si jamais il a perdu 25 PV ou plus, alors il a une protection à 5. Ouais, bon c'est ça qui est fort, notamment en combinaison avec le trait de co qui dit qu'au lieu d'avoir 35 PV, il va en avoir 40, que ça veut dire que vous allez passer 15 points de vie avec une ward à 5. C'est quand même en termes de tanking, c'est vraiment très sympa. Est-ce que ça sauve l'allégeance ? Peut-être pas, mais ça, plus la combinaison du trait de co qu'on avait avant, ça te fait quand même un Warstomper qui est très très correct. On rappelle encore une fois que c'est le moins cher et que ça laisse suffisamment de points pour jouer du coup un certain nombre d'unités de petits. Franchement, pourquoi pas. Yes, et enfin le dernier, ça va être le manteau de la destruction. Tout simplement, les Sons of Behemoth qui sont à 12 pouces ou moins de lui vont avoir une bravoure à 10. C'est pas si mal, parce que si t'as un pack de petits qui prend un peu cher, t'as pas envie de perdre le dernier sur un test d'attrition qui pour le coup va vraiment te faire pleurer. Mais déjà, c'est à 6, donc c'est pas la folie. Et au pire, tu claqueras un point de co et t'essaieras d'immuser ton pack. Et si t'as plusieurs packs qui ont perdu, bon, c'est que la game commence à mal se passer. C'est peut-être pas forcément cet artefact qui va changer les choses. Donc tu peux faire un Warstomper vraiment très sympa avec une bonne protection et une très bonne projection, ce qui est intéressant aussi. Mais je trouve quand même que les 3 autres tribus apportent plus de trucs, soit en termes d'agression pure, soit en termes de contrôle map. C'est peut-être le mode de jeu, on va dire, le plus chiant, mais de se poser sur les objectifs et de gagner simplement parce que t'es trop nombreux pour que l'adversaire puisse te le reprendre. Mine de rien, ça permet de gagner des games aussi. Donc on rappelle qu'on gagne des games en contrôlant des objets. Et la troisième, qui je trouve rentabilise quand même un peu mieux les petits et gère mieux les monstres que celui-là ne rentabilise les petits et gère la horde. Ensuite, on va enchaîner justement avec ce qui va nous faire gagner ou perdre une partie aussi, c'est-à-dire la grande stratégie et les battle tactics. On va commencer par les grandes stratégies. La première, c'est tout simplement le fait que si on joue le roi Bob, de faire en sorte que si jamais il est en vie à la fin de la game et qu'en plus de ça, il a réussi à lâcher ses 3 prières, alors on gagnera 3 points de victoire. Pour expliquer un petit peu, ce petit Brod peut, à la phase de héros, tenter de lancer une prière, il jette un dé et sur un 3+, il peut appliquer l'un des 3 effets, à savoir qu'il ne peut pas faire plus d'une fois le même. Ça veut dire donc que déjà il faut réussir à passer les 3, c'est-à-dire que sur une game il faut qu'il ait survécu suffisamment pour réussir à faire ces 3+. C'est même pas tant ça, c'est qu'il faut qu'il les fasse ces 3+, et qu'il ait vécu assez pour pouvoir lancer les 3. De toute manière, il faut qu'il soit en vie à la fin de la partie. En plus. Et c'est ça qui le rend très compliqué, parce qu'il a un tanking supérieur, c'est-à-dire qu'il a le trait de co intégré pour avoir 5 PV de plus, donc il a quand même 40 points de vie, donc il est loin d'être simple à aller chercher non plus. Mais en fait, déjà, c'est la pièce centrale que votre adversaire va avoir envie de tuer, parce qu'on verra, il est quand même très fort. Et en plus, vous lui dites, si tu me tues, tu m'empêches de marquer 3 points de victoire.
Je trouve ça compliqué de rajouter encore une cible supplémentaire sur ce gars-là quand on a déjà pas mal. Donc j'irai pas chercher ça. Ensuite, un qui est peut-être finalement facile, faudra tester, faudra voir ça pendant les playtests, c'est tout simplement le fait que à la fin de la partie, si à chacune de tes phases, tu as soit fait une course, soit une charge, alors tu marques tes 3 points de victoire. Effectivement, en fait, celle-là existait déjà avant, elle était sortie depuis le White Dwarf qui avait mis en fait le début de la V3 de ce battle-là. Le seul problème de cette tactique, c'est la table rase contre nous. Parce que si tour 5, on s'est fait table rasée, ou que toutes nos unités sont engagées au corps à corps, en fait, on peut pas la faire au T4 ou au T5. Et assez souvent, malheureusement, cette tactique qui a quand même été pas mal testée échoue. Donc c'est peut-être une des plus simples, mais je pense que les génériques prennent quand même le pas là-dessus, parce que en T-géant, tu veux qu'ils soient au corps à corps le plus vite possible, et quand ils sont au corps à corps, ils chargent plus, comme il n'y a pas de mécanisme de retreat et charge, tu peux difficilement la faire en général. Yes, ensuite on va avoir On the Warpath, puisque en gros à la fin de la partie on marquera cette grande stratégie si toutes nos unités sont dans le territoire adverse. Bon, c'est un peu la même chose. Alors on rappelle qu'on peut flaguer ses objectifs, donc à la fin on peut quand même sur le T4 avoir pris le contrôle de ses objectifs et se projeter T5. En général, tu as quand même beaucoup de scénarios où les territoires c'est des moitiés de table ou des gros quarts de table, donc c'est pas si compliqué de les mettre. Encore une fois, il faut que tu aies au moins une unité en vie. Maintenant, si tu as au moins une unité en vie, elle est quand même plus simple à faire, je pense quand même, celle-là que celle d'avant. Yes, et enfin le dernier, c'est mon trailer qui est le plus fort. Au début de la partie, on va regarder la figurine ennemie, l'unité ennemie qui a le plus de points de vie. Et en gros, on marquera ses points de victoire à la fin de la bataille si cette unité a été détruite et qu'en plus de ça, son seigneur de guerre est encore en vie. C'est la fin qui la rend difficile. Parce que tuer le plus gros monstre en face, c'est relativement simple, on va pas se mentir, en géant. Par contre, le fait que ton général doive être en vie, encore une fois, ça lui met une grosse cible, parce que l'adversaire va se dire, si je tue le général, non seulement je peux marquer des tactiques là-dessus, et puis en plus tu vas perdre 3 points. Je pense que des génériques du type tuer toutes les lignes de l'adversaire m'ont l'air quand même relativement plus simples. Alors ça va dépendre des armées que vous affrontez, évidemment. S'il y a 5 revenants qui passent leur temps à se TP, vous les choperez jamais, et ça peut être un peu frustrant. Mais effectivement, elles sont quand même pas simples à aller chercher, ces tactiques-là. Donc là où les géants sont très forts sur le contrôle d'objectifs primaires, ils comptent quand même pour beaucoup, mine de rien c'est impactant. Sur le tertiaire, c'est un peu plus compliqué. Après, sur le secondaire, ils s'en sortent quand même relativement bien. Yes, on va ensuite passer aux objectifs dits secondaires, c'est-à-dire les battles tactiques. Le premier, c'est tout simplement, c'est à moi. On va choisir un objectif au début du tour quand on choisit justement cette tactique-là qui ne serait pas dans notre territoire. Et en gros, cette tactique sera accomplie si cet objectif est shooté entièrement dans son territoire à soi. On rappelle que certains BM peuvent donner un coup de pied dans les objectifs pour les ramener de 2d6. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pas certain, c'est un seul. C'est-à-dire que tu n'as que le Krakeniter qui peut faire ça. Donc si tu n'as pas de Krakeniter dans ta liste, c'est une tactique que tu ne peux pas faire. C'est toujours un peu dommage d'avoir des tactiques qui sont liées uniquement à un seul type de War Scroll. Maintenant, effectivement, si tu as un Krakeniter, c'est 2 points. Ça, c'est quasiment sûr que tu vas la réussir. Donc ça donne un petit intérêt aussi au Krakeniter, dont l'intérêt principal est de shooter les objets. Si c'est des profils d'attrition, tu vas en chercher d'autres. Lui, il est là pour shooter les objets, il le shootera, ce qui va vous donner quand même un bonus au primaire. Il y a en plus une note du concepteur qui va bien te dire que si, par exemple, la valeur d'un objectif dépend de la zone dans laquelle il est placé, si tu le shootes, sa valeur change. Donc ça, mine de rien, c'est intéressant aussi. Et en plus, tu prendras 2 points dessus. C'est quand même aussi l'attribut du contrôle de points, donc ça fait quand même un primaire qui est très fort. Malheureusement, les autres sous-allégeances n'en bénéficieront pas. Yes, ensuite le deuxième, c'est de pouvoir compléter cette tactique si un décor de faction a été détruit pendant ce tour. On rappelle que c'est une action monstrueuse qui passe pas automatiquement, et ça fait chier. Alors, ça passe pas automatiquement. Maintenant, pour le coup, ça c'est, on va dire, fluffiquement celle des Gatebreakers qui sont là pour tout péter. En plus, ils ont un bonus quand ils la font, mais maintenant, tous les monstres peuvent le faire. Donc c'est pas lié en fait, si tu veux, à ça. Après oui, il y a un jet de dés à faire, mais surtout ça dépend de est-ce que ton adversaire il a un décor de faction ou pas, quoi. C'est-à-dire que s'il l'a, tu peux te dire que si tu rates pas ton jet de dés, ça va être des points. Maintenant encore une fois, c'est 2 points que tu polarises sur un jet de dés. Donc ça peut avoir un côté frustrant d'être, entre guillemets, facilement être capable de la faire, mais de la louper sur un jet de dés parce que tu perds un peu le côté stratégique. Là pour le coup, c'est que du hasard. Je pense qu'il y a suffisamment de génériques relativement simples à faire pour pas aller chercher celle-là. Ensuite, troisième objectif secondaire, ça va être tout simplement le fait pour un War Stomper, donc uniquement sur ce petit mec. On le rappelle, lui, il va avoir une attaque qui permet tout simplement de balancer un corps. Et en gros, si jamais l'unité qui est balancée est détruite et qu'il la balance sur justement une battle line et que cette unité subit des blessures, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait de protection, c'est un petit peu ça qui est dommage, alors cette tactique est réussie. En fait, c'est encore pire que celle d'avant, déjà parce qu'il y a que le War Stomper qui peut le faire et c'est pas celui qu'on va retrouver le plus. Je pense que hors de sa tribu, on le retrouvera même jamais, lui. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut jouer dans cette tribu-là. Et en plus, il y a double jet de dés. Il y a le premier jet de dés pour ramasser la figue, et il y a le deuxième jet de dés pour le rebalancer. Donc une tactique qui vaut 2 points sur un double jet de dés, non. Ensuite, on va avoir la furie des titans, tout simplement. On va gagner cette grande stratégie si jamais on a fait quasi l'intégralité des aptitudes monstrueuses.
Elle est pas si facile à faire celle-là parce que donc déjà il faut faire les 3 du Battle Tome, donc il faut avoir 3 monstres au corps à corps et en plus il y en a 2 qui nécessitent d'être au corps à corps contre des monstres d'en face. Donc encore une fois, c'est pas si facile à faire que ça. S'il y a des listes d'armées avec suffisamment de monstres, en fait il y a un setup où vous allez pouvoir le déclencher, ça viendra assez naturellement et vous récupérez vos 2 points là-dessus. Mais il y a peu de moments où ça va être facile d'aller la chercher. Yes, ensuite on va avoir le Sprouch. Tout simplement, on va choisir un héros et si celui-ci meurt suite justement à une attaque de projectile, c'est-à-dire à l'envoi d'un caillou, alors vous marquez. Je pense que ça se fait. Ouais, parce que notamment sur le Gatebreaker, il est Ren-3 dégâts 4, son Sprouch de caillou. Donc il y a des petits héros qui vont quand même assez mal le vivre, sachant que peut-être il aura été dégrossi au tir avant. Assez souvent, on se rend compte dans les games que les Gatebreakers ont cette capacité à sniper des petits héros quand même avec ses tirs, parce que mine de rien, tu tires pendant tous les tours. Et quand le mec a plus qu'un ou 2 PV, tu peux le tenter. C'est une des peut-être moins compliquées. Après, encore une fois, c'est un jet de dé pour toucher, un jet de dé pour blesser, la sauvegarde de l'adversaire. Donc ça peut se louper, mais c'est quand même plus simple que la hachette, par exemple, des Fireslayer. Yes, et le dernier, ça va être la violence colossale. Tout simplement, on va prendre un méga gargante, et si celui-ci, justement, combat un monstre et qu'il utilise l'aptitude de monstre, justement, de duel de monstre et qu'il le détruit, alors tu marques tes 2 points. Celle-là est pas si compliquée que ça à marquer, dans le sens où ça nécessite pas, comme certains Battle Tom, d'avoir un monstre qui n'aurait perdu aucun point de vie ou ce genre de choses. Donc c'est quand même relativement facile d'arriver. On rappelle qu'ils ont des charges d'impact, donc ils peuvent aussi encore blesser le monstre. Après, ils choisissent le duel titanesque, ils finissent le monstre et ils récupèrent 2 points. Bon, quand on les lit globalement, il y en a quand même beaucoup qui sont un peu compliqués ou situationnels. Mais quand on regarde les autres tactiques, on va dire génériques, notamment détruire une unité et contrôler plus de terrain, d'objectifs que son adversaire, ou alors le fameux œil pour œil, me semble être quand même relativement facile à faire avec eux. Contrôler un décor. Contrôler un décor est extrêmement simple pour eux. Après, ils n'ont pas de vétérans de galets, donc les tactiques qui nécessitent des vétérans de galets, ils peuvent pas les faire aussi. Ils sont très forts sur le primaire. Le tertiaire, c'est complexe. Le secondaire, aller chercher les 5 va être compliqué. 3, 4, facilement. 4, 5, je pense que ça va être plus dur dépendamment de ce que va jouer votre adversaire aussi. Yes, ensuite on va parler des bataillons, ce qu'on fait rarement, mais là comme pour le coup ils sont plutôt exotiques, on va le faire. Le premier c'est Boss of the Stomp, tout simplement ça va nous permettre d'avoir entre 2 et 4 géants, et soit d'être en monopause, soit d'avoir un artefact. Alors je pense que le monopause se défend bien. Avant il était très fort, parce que tu prenais 4 gros, t'avais une pause, c'était quand même relativement cool. Aujourd'hui, je pense que les packs de Man Crusher, enfin les mobs, donc les packs à 450 points où t'en joues 3 sont quand même suffisamment intéressants pour que tu n'aies pas forcément envie de jouer 4 gros, même si ça peut toujours se faire et que c'est quand même toujours fort. Dans tous les cas, ce bataillon est très bien, je pense qu'on le verra quasiment systématiquement. Et le deuxième qui s'appelle Foot Sloga, c'est aussi la capacité, quand on joue pour le coup, là, soit 1, soit 3 petits par minimum 2, soit d'être en monopause, c'est-à-dire qu'on peut faire une armée où on va avoir 2 gros et 2 fois 3 petits par exemple, et être en 2 pauses, c'est quand même assez séduisant. Et là, de pouvoir choisir soit d'être en monopause, donc pour ce détachement, et ensuite ça va nous permettre une fois par partie d'utiliser un ordre de course auto-assise ou de relance des charges sans avoir à utiliser le PC. Alors, le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'utiliser le point de co, mais tu comptes comme ayant reçu l'ordre. Donc, en fait, ça ne se combine pas avec le fameux truc qu'on a vu tout à l'heure de la potentielle charge à 3d6. Je pense que pour relancer cette fameuse charge à 3d6, on ira chercher le triomphe. On prendra quasiment systématiquement le triomphe de relance de charge, qui me paraît un peu supérieur au triomphe plus 1 blesse. Après, c'est bien qu'il y ait ces 2 bataillons-là, parce qu'en fait, ils ne rentrent dans aucun des bataillons génériques. Donc, c'est bien d'avoir une armée qui peut faire du one drop, 2 drop, dépendamment de ce que tu vas jouer. Assez souvent, je pense qu'on verra 2 gros et 2 fois 3 petits. Et donc, tu seras en 2 pauses. Et aujourd'hui, c'est quand même hyper confortable d'être en 2 pauses. Ça permet quasiment systématiquement de choisir qui a l'initiative au premier tour. On rentre maintenant dans le gras, dans le grand, c'est dans le gros, dans le cornu. Dans le genre du Battle Tom, tu peux le dire. Et on va commencer par bien évidemment le dieu de la destruction, mais qui partage justement son war scroll avec tous les Battle Tom de la destruction. C'est bien évidemment Kragnos le magnifique. Kragnos à 720 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce gars, si tu veux le représenter, mais très succinctement, et surtout, est-ce qu'il a un intérêt pour toi en sub? Alors, il n'a pas changé, donc il a toujours sa ward à 6, sa quasi-immunité à la magie, ce que vous jetez 3D, si vous dépassez la valeur de lancement du sort, il est annulé. Il compte par contre lui pour 30 en dégressif, ça c'était déjà le cas avant, et il bénéficie donc quelque part de l'aptitude d'allégeance, c'est bien écrit, même s'il fait pas partie de l'allégeance, parce qu'il normalement il a aucune des allégeances dans lesquelles il est en destruction. Il donne la charge à 3d6 à tout le monde, ça c'est quand même vraiment très fort, et l'éligibilité à 18, bon après c'est classique, il tank quand même vraiment très très bien, avec 18 PV, une sauvegarde à 2, il meule comme c'est pas permis, et à chaque fois qu'il prend des dégâts, vous allez jeter un dé, dépendamment de son tableau dégressif, il va mettre des BM en zone autour de lui. En fait c'est un... Son cri. Oui c'est ça, mais il n'est pas content qu'on l'ait blessé. C'est un énorme marteau qui se justifie pour moi dans pratiquement toutes les armées de la destruction, sauf celle-là.
Voilà. C'est-à-dire que son coup en pointe 720 t'explose un peu ta liste d'armées. Parce que grosso modo, tout va valoir à peu près 500 modulo plus ou moins 20 points. Et donc en fait, vous pouvez prendre, on va dire, 4 unités. Si vous le prenez lui, la seule unité qui va matcher avec lui, c'est un petit. Donc déjà, vous allez perdre des points que vous n'allez pas réussir à rentrer. Et un petit tout seul, c'est quand même pas la folie, quoi. Donc si vous jouez par exemple deux gros, lui et un petit, je trouve que la liste s'affaiblit un peu. Je pense qu'aujourd'hui, t'as pas forcément besoin d'avoir ce gars-là en somme. Évidemment, le discours serait pas le même dans des armées de gobelins ou dans d'autres armées de la destru. Mais je pense que dans ce Battle Tome-là, il est pas obligatoire. Yes, eh bien écoute, je te propose tout de suite de passer à ce petit mec, c'est-à-dire au roi Brod. Il vaut 580 points. Le seul truc, c'est que lui ne te débloque pas de sous-allégeance. Alors non, mais tu peux le mettre dans toutes parce qu'il est War Master. Donc concrètement, ça veut dire qu'il va pouvoir donner ses ordres à 18. C'est quand même assez sympa. Il a 40 points de vie, donc quelque part, il a un trait de co qui est intégré. Il tape relativement fort, hein, c'est-à-dire un peu comme tout le monde. Je vais pas dire que c'est lui qui tape le plus fort, parce qu'on verra qu'il y a le Gatebreaker ou l'attaque spéciale menhir du nouveau, qui font quand même un peu plus mal, mais le mec, il te meule quand même avec du dégât 5. Il a une petite règle qui est sympa, il a sur lui des espèces de petits monstres qui s'appellent les Creepers, qui permettent d'empêcher les autres monstres autour de lui de faire leurs actions monstrueuses. C'est plus gadget qu'autre chose. Je montrer que c'est le roi aussi. Voilà, mais ça lui évite aussi de se faire rore. Et quand il se fait pas rore, il peut toujours se mettre son +1, en sauvegarde notamment. Donc c'est quand même relativement sympa. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est ses prières. Parce qu'en fait, c'est une nouveauté dans l'armée. Vous avez un prêtre. Alors, c'est un prêtre nommé, donc il peut pas aller chercher une prière particulière des génériques, mais sa prière à lui est quand même vraiment pas mal. Yes, lui, en fait, en gros, ça va être tout simplement la puissance des Behemoths. En gros, il va pouvoir tenter de faire cette prière sur une valeur de lancement de 3, donc sur un D6, ça passera pas sur du 1, 2. La particularité aussi, c'est qu'il va pouvoir ajouter +1 si jamais il a détruit un monstre, parce qu'il sera repu et il va crier, il sera crédible auprès de ses potes, donc la prière passera sur du 2+. Une fois qu'on a jeté le dé et qu'on a réussi, on peut appliquer les effets, un des effets suivants, à savoir qu'on ne peut en choisir que un à chaque fois par game. Donc en fait, c'est-à-dire que sur 5 tours de jeu, on sait qu'il va mourir, puisqu'en fait, il pourra faire sa prière que 3 fois quoi qu'il arrive. Enfin, la passer en tout cas. La première, c'est très fort, tout simplement ajouter 2 pouces de mouvement à tous les amis Son of Behemoth jusqu'à la fin du tour. Il n'y a pas de limite Oui, c'est monstrueux. de zone. Ensuite, on va pouvoir tout simplement soigner de 2d3 toutes les figurines Son of Behemoth de la table. Et le dernier, c'est tout simplement d'améliorer la reine de 1 pour les attaques d'Obélix, de Menhir ou de Shipwrecker, ainsi que de Boulder Club. Ouais, en gros, c'est toutes les grosses armes des 4 profils génériques. Bah, c'est un peu comme les runes des Fire Slayer, tu vois, le séquençage, il faut pas être un génie pour le trouver. Ça va être T1 plus 2 à la course, T2, T3 quand je suis au corps à corps avec la prière passe, j'améliore la reine. Ça, c'est vraiment extrêmement fort. Parce que comme c'est sur que les grosses attaques, en série, ils ont du Rennes-2, du Rennes-3. Donc là, tu vas passer Rennes-3, Rennes-4, ça va tabasser comme c'est pas permis. Et mine de rien, le soin est quand même vraiment très fort aussi. On rappelle que tous les gros sont des leaders, donc ont aussi accès aux actions héroïques. Et que, mine de rien, même s'ils ont pas un si bon commandement que ça, tu peux quand même les soigner relativement souvent. Et 2D3, ça heal quand même vraiment pas mal. Donc il est quand même très bien. Après, on va prendre 2 minutes pour partager, on va dire, les aptitudes génériques des gros. Donc vous avez la charge, donc les charges d'impact, qui sont donc sur du 2+, c'est pas le piétinement, hein, c'est juste la charge d'impact. Sur du 2+, va faire D3BM à tout le monde, et si vous n'êtes pas un monstre, ça va vous en faire D6. Donc déjà, ça meule quand même pas mal. Ensuite, ils ont la fameuse attaque de grippe, donc c'est une attaque qui fait quand même des dégâts assez importants. Si votre cible est un monstre, vous pouvez relancer ce D6 pour être sûr de faire beaucoup de dégâts. Et après, vous avez les divers piétinements, donc à noter juste que le War Stomper a lui un piétinement qui est plus fort, parce que c'est son fluff, il aime bien sauter sur les petits, qui ont aussi des bonus quand vous tapez justement sur de la petite infanterie. De toutes ces règles, mine de rien, c'est quand même de la létalité en plus à chaque fois, et quelle que soit la cible du monstre que vous avez, donc c'est de la versatilité, et mine de rien, le fait d'avoir des charges à l'impact, contrairement par exemple aux Mokresha, qui eux, leur charge d'impact avait disparu, mais remplacée par une fureur monstrueuse améliorée, là ils vont quand même te les mettre, et après rien ne les empêche de stomp, ou ce genre de choses. Donc mine de rien, c'est de la sacrée létalité. Après, ce qui va différencier l'ensemble des 4 profils, c'est leur petite particularité. On n'oublie pas que ça va aussi déterminer votre sous-allégeance, votre tribu, quelque part. Lui, honnêtement, je le trouve vraiment très bien. Déjà, il n'induit pas forcément une tribu, donc il peut rentrer dans les 4. Les prières sont quand même vraiment bien. Il tank quand même mieux que les autres. Il contrôle mieux les objectifs que les autres. Assez souvent dans les listes, on va essayer de le rentrer. Le problème, c'est que lui, il a dépassé le fameux seuil des 520. Alors, c'est moins vrai que Kragnos. On peut le rentrer avec d'autres gros ou d'autres petits sans être obligé d'aller chercher un petit, mais ça induit de jouer pas mal de War Stomper et c'est pas forcément non plus ce qu'on a envie de faire. Mais dans les listes où on peut le rentrer, on le fera tous les jours.
Yes, on vous présentera une liste tout simplement en fin de vidéo qui est assez rigolote avec lui et qui offre justement beaucoup de mobilité et de plaisir à jeu pour plaisir de jeu pour se faire la main sur ce Battle Tom. On enchaîne ensuite avec le Beast Smasher qui lui vaut 60 points de moins puisqu'il est à 520. Bah donc lui c'est le nouveau et sa spécialité c'est de buter les monstres et il va le faire très bien, c'est-à-dire que bon, il a toujours le grip, il a toujours le stomp, mais il a aussi son énorme marteau menhir et s'il décide de ne viser qu'un monstre avec ces attaques-là et de ne faire qu'une seule attaque, donc là c'est bien une attaque, donc ça s'améliore, tu peux mettre un bonus pour toucher, ce genre de choses. Si l'attaque passe, bah finesse absolue de l'écriture de la règle, elle fera dégâts 5d6. Donc vous avez pour la première fois une figurine qui peut mettre dégâts 30 quand elle tape sur un monstre, rien que pour ça, c'est rigolo. En fait, lui, si je n'avais juste ça, je te dirais jamais tu le joues, il vaut le même prix qu'un Gatebreaker, le Gamebreaker me paraît être meilleur. Maintenant, on a quand même vu que sa tribu était quand même vraiment pas mauvaise, notamment pour buffer les petits. Donc pourquoi pas. On va découvrir aussi quelque chose dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est l'aptitude Terror. Concrètement, quand vous avez un méga gargante au corps à corps, vous ne pouvez pas vous immuniser à la bravoure. Et ça, c'est quand même vraiment très fort, parce que comme c'est pas des enfants de cœur au corps à corps, ils vont quand même systématiquement tuer un certain nombre de figurines dans votre unité. Donc les tests de commandement vont faire relativement mal, et ne pas pouvoir s'immuniser, à part via le triomphe, c'est dur, c'est dur. Yes, ensuite on va parler justement du War Stomper. Ah, lui, c'est 450 points, donc c'est la version la moins chère. Encore une fois, ça reste le spécialiste de gestion de la horde, donc son attaque principale est liée en fait au nombre de figurines que vous avez avec un bonus dégressif, mais c'est capé à 10, donc la plupart du temps il va quand même mettre 10 pains. C'est celui qui tape le moins fort, maintenant il a toujours la charge d'impact, le saut, le grip, ce genre de choses, et c'est peut-être celui dans la tribu où je trouve qu'il y a le moins d'intérêt par rapport aux autres. Maintenant c'est le moins cher, et il y a des fois c'est le seul qui va rentrer dans une liste. Ce qui, pour moi, le clou un peu au pilori, ce pauvre gars, c'est qu'il vaut 450, comme la Horde de 3 petits, et que la Horde de 3 petits me paraît quand même meilleure. On est d'accord. Ensuite, on va passer au Kraken Eater. 480 points. 480 points, mais c'est lui qui shoot dans les objets. Et mine de rien, en termes de contrôle... Il a un sacré coup de trop. C'est quand même fort, c'est quand même vraiment fort de pouvoir shooter dans les objectifs. Déjà, ça va vous apporter 2 points de tactique, ça y est, j'ai fini par le toucher, lui. Ça va vous apporter 2 points de tactique assez souvent. Il a quand même un profil d'attrition qui est ok, alors c'est pas un Gatebreaker, mais il tape quand même un peu mieux que le War Stomper. Puis dans tous les cas, ça reste un méga gargante, il compte pour beaucoup sur les objectifs, encore plus, encore une fois, s'il est dans sa tribu. Et son attaque d'arme principale est quand même au-dessus de celle du War Stomper, même si elle est en dessous de celle du Gatebreaker. C'est un bon compromis, je pense. Et quand t'arrives, si tu ne joues pas, en fait, lui, je pense que tu essaieras quasiment tout le temps d'en caler un dans la liste. Ne serait-ce que pour même pas dans sa tribu, forcément. Ne serait-ce que pour le surcroît de contrôle des objectifs, parce qu'en renvoyer un chez toi, c'est quand même vraiment fort. Ensuite, notre chouchou, le Gatebreaker. Alors. 520 points. Ouais, alors lui, il tabasse quand même comme un sale. Alors il a moins d'attaques sur son fléau qu'avant, mais elles sont passées Reine-3 des K4. C'est quand même pas dégueulasse. Et puis il a une règle, encore une fois, d'une finesse absolue, c'est-à-dire qu'il peut sacrifier toutes ses attaques. Vous jetez un seul dé, ce n'est pas une attaque. Donc il peut pas être relancé, il n'y a pas de malus, il n'y a pas de +1, il n'y a pas tout ça. Si vous faites 4+, il met 4d6 blessures mortelles. En termes de variance, déjà c'est l'absolu. Mais il a un profil quand même assez dégressif, donc déjà s'il est sur la fin et qu'il a moins d'attaques de son méga marteau, je pense que vous tenterez systématiquement le 4+, puis vous imaginez que si vous en avez 2 ou 3 de ces gars-là, vous en avez 4+, 4 décibm, 4+, 4 décibm. Bon, ça peut rien faire, mais ça peut aussi atomiser à peu près n'importe quoi. Après, ça dépend vraiment de l'humeur, on va dire, du joueur et de votre chance sur les 4+, quoi. Moi, personnellement, je le tenterai pas. C'est-à-dire que quand il est à full profil, je préfère le faire taper pour être sûr de mettre quand même un certain volume de dégâts. Le gars, il a -3, dégâts 4, donc il meule quand même bien comme il faut. Mais il y a des fois où il va être blessé, où il va taper du beaucoup trop armuré, je pense à des protecteurs ou des choses comme ça, ou même la reine -3 ne suffirait pas. Autant essayer de leur mettre directement 14 blessures mortelles en stat, bon bah ça va t'en tuer 5 et tu vas être content quand même, quoi. Puis lui aussi il impact, donc il met des BM à l'impact, enfin voilà, c'est un gros plot en termes de dégâts, il tabasse, enfin le 4 décibm, on n'a jamais vu ça dans AOS, alors c'est sur 4+, mais bon voilà. Bon, on l'a vu il y a 10 minutes avec le 5d6. Ouais, mais c'était 5d6 dégâts, fallait toucher, blesser, là c'est 4+, boum. Voilà, et en plus il est, à notre avis, dans quand même la meilleure sous-allégeance, celle qui se propulse le plus. Donc je comprends que ce soit le plus cher avec l'autre, avec son nouveau menhir. C'est des 4 le profil qui me paraît quand même le plus séduisant quand t'es là pour tartiner la tronche de ton adversaire. Et assez souvent, quand tu joues sub, c'est quand même pour tartiner le mec en face.
La description de l'attaque du fléau, où tu sens que le mec, son énorme truc et les 4 décibels, ça fait quand même marrer de voir ça. On vous laisse lire et le fluff et justement le warning qui est utilisé, mais tu sens qu'en fait il met toute sa colère pour faire une seule patate. Ouais, mais c'est de la patate de... Parce que celui avec le menhir, il remplace que ses attaques de marteau, quand il fait le 5d6. Mais il peut quand même te grip. Alors lui c'est rien. Il te grippe pas, il te stompe pas, c'est rien. C'est juste vraiment toute ma rage, parce qu'en plus c'est le géant un peu colérique. On rappelle que c'est celui mercenaire de la Death, là où le War Stomper est celui du chaos, et là où le Kraken Eater est celui de l'Order. On reviendra après dessus, mais les armées de la Death ont parfois un petit manque de punch. Là, ça va, je crois que sur un 4+, tu l'as ton punch. Là, oui, sur un 4+, tu l'as ton punch. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller chercher dans certaines armées Death qui seront contentes d'aller chercher le potentiel 4 DCBM quand des fois tu as un peu du mal à affronter de l'armurée ou ce genre de choses. On passe ensuite aux Man Crusher Mob, c'est-à-dire aux géants normaux, ceux qui ont résisté à la fin des temps. Ils sont jouables soit seuls à 150 points, c'est tuning, soit à 3 flat à 450 points. Et bah très bonne surprise sur cette unité-là, qui est quand même vraiment intéressante. Alors avant, vous aviez 10 attaques en 3+, 3+, reine -1 dégâts. Maintenant, vous avez moins d'attaques, mais dégâts 2, donc c'est quand même sympa. Et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes avec eux, notamment leur charge d'impact, parce que chacun sur du 2+, tableau dégressif, il va mettre des 3 blessures mortelles, et vous les faites les unes après les autres. Donc votre adversaire en fait ne peut pas enlever des figurines pour que les autres ne puissent pas pile-in. Donc mine de rien, ça met quand même pas mal d'impact. Ils ont un stomp amélioré, où vous allez quand même rajouter des dégâts en fonction du nombre de figurines que vous avez dedans. Ça y est, je l'ai tué pour de vrai. Donc mine de rien, sur 2+, donc vous allez mettre vos 3d3 blessures à l'impact. Ensuite, vous allez stomp. Sur 2+, vous allez remettre des 3 plus 2. Donc mine de rien, vous avez quand même mis déjà 11 BM en termes de stats. Après, ça tape quand même relativement bien. Encore une fois, ça a des coups de boule. Ils ont toujours les filets pour embarquer les figurines et les tuer instantanément, encore une fois, après le pile-in. Donc ils ont quand même une très grosse attrition. Ils sont vraiment sympas là-dessus. Et en plus, maintenant, ils synergisent quand même beaucoup avec toutes les tribus. Ils ont la course et charge quand il y a un gros à côté. Ils ont un champion dans l'unité, donc ils peuvent se lancer certains ordres génériques aussi tout seuls, ce qui pouvait pas être le cas avant. C'est une unité qui a tout gagné dans ce nouveau Battle Tome-là, qu'on voyait quand même relativement peu avant, que je pense aujourd'hui on va beaucoup voir par 1, voire par 2 packs. Après, le petit tout seul, il peut avoir 2 types d'intérêts. C'est par exemple, soit vous avez Kragnos, ou soit vous avez ce gars-là, et vous avez à côté des Gatebreakers, et vous n'avez pas les 450 points pour rentrer le pack de 3. Soit vous jouez un pack de 3 et vous jouez 3 fois un petit pour avoir, on va dire, plus de prise de table et de petites menaces potentielles, mais après ça fait exploser votre nombre de pauses. Je suis pas forcément sûr que ce soit une super bonne idée. Mais en tout cas, le pack de 3 a vraiment tout gagné, parce qu'en termes de létalité pure, il fait vraiment très mal maintenant. Il fait mal à la BM, il a de la grosse saturation, il a du dégât 4. Enfin, c'est une unité qui, en stat pur, fait vraiment pas plaisir à affronter. Et je trouve ça bien de sortir un peu du classique je joue 4 gros, pour se dire que les petits, on va pouvoir les revoir, et ça, c'est assez cool. On va maintenant rapidement vous décrire aussi justement les aptitudes pour devenir allié, c'est-à-dire mercenaire pour une unité. Attention, quand vous êtes mercenaire d'une armée, celle-ci n'a plus le droit, en plus du mercenariat, d'avoir des alliés. Ça, oui. C'est le truc super important. Et attention aussi, vos gros ne comptent pas pour 20, etc. dégressifs. Hein, parce que ça fait partie de l'allégeance et ils sont hors allégeance. Ça reste des monstres, règle ils dans vont le compter pour 5. War Scroll, mais c'est au niveau de l'aptitude d'allégeance qu'on voit qu'il faut utiliser cette règle. Donc oui, il faut faire attention. Ils compteront pour 5. La première partie, justement, pour les mercenaires, ça va être pour les armées de la destruction, le fait de pouvoir prendre justement le Beast Smasher, et qui va leur, en plus d'être un mec sympa, clairement. Et de faire 5d6 sur les monstres. Voilà, exactement. Là, ils vont avoir comme habilité, tout simplement, le fait d'ajouter 1 pour blesser quand on cible un monstre. Bah donc mine de rien, votre méga pain à 5d6, il blessera sur du 2+, ça se prend toujours. Ensuite, si jamais vous décidez de jouer soit en destruction, soit en order, et que vous voulez prendre en mercenaire un Kraken Eater, vous allez avoir le fait de devenir malin, c'est-à-dire que au début de la phase de combat, vous allez pouvoir dire que cette figurine devient tapant dernier, tu hérites de la règle tapant dernier. Par contre, il va avoir plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser. Bah, le bonus est quand même très correct, bon, sachant qu'il a le tanking pour encaisser, on va dire, le frappe toujours en dernier, parce qu'il y a peu d'unités qui peuvent le sortir, ou vous serez pas allé vous mettre sur une unité qui peut vous gérer en une fois. Le plus en touche, plus en blesse fait quand même vraiment très mal, et on rappelle que c'est le Kraken Eater, c'est peut-être le plus intéressant des mercenaires, de par sa capacité à déplacer les objectifs. Il y a certaines armées Order, Fire Slayer en tête, mais il n'y a pas que eux, qui ont parfois du mal un peu sur le contrôle d'objectifs, et qui seront très contents de les ramener vers eux ou de les rapprocher un peu. Donc celui-là, vraiment, il se réfléchit. Yes, ensuite, on va avoir pour le chaos, toujours la destruction, le War Stomper, où là, pour le coup, on va tout simplement dire que tu vas avoir moins 1 pour toucher pour les unités ennemies qui sont à 6 pouces ou moins de cette figurine, si jamais tu as fait l'attaque de saut précédemment. Bah, c'est pas si mal, parce qu'on le voyait absolument jamais, lui, parce que le chaos n'a pas besoin de gros monstres en mercenaires, ils ont largement ce qu'il faut. Aujourd'hui, honnêtement, ce petit malus-là peut être intéressant. Après, on rappelle que le Battle Tome Slave to Darkness n'a pas été annoncé, va arriver un jour, et on pense qu'il sera quand même truffé de gros monstres qui feront mieux que ce gars-là.
mais why not? C'est typiquement le mercenaire qu'on n'avait jamais vu avant. Est-ce que cette règle va permettre de le voir? Je sais pas. Yes, et enfin, pour la mort et la destruction, on va pouvoir ajouter le Gatebreaker. Et là, l'aptitude qu'on va avoir, c'est tout simplement qu'au début de la phase de combat, à la fin de la phase de combat, pardon, on va pouvoir choisir une unité ennemie à 3 pouces ou moins de cette figurine, prendre le nombre de figurines qu'il y a à 3 pouces, pas entièrement, mais bien à 3 pouces, et pour chaque 6, ça fera une blessure mortelle. Bon, la règle de mercenariat est assez anecdotique, certes. Maintenant, lui, on le voyait beaucoup. Notamment sur les builds Soul Blight avec beaucoup de zombies qui manquaient d'un marteau, en fait, avec de la reine -3 ou du dégât multiple. C'est un beau marteau, lui. Ouais, c'est un très beau marteau, et surtout maintenant, c'est un marteau qui, sur 4+, te met 4 DCBM en cas de besoin, ou te met des attaques reine -3, dégâts 4. La seule question, c'est qu'il était très joué avant l'arrivée de l'incarnation de Conspire, qui fait à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est aussi un marteau avec de la reine -3 et 4 PV, qui est à peu près aussi difficile à tuer que ce gars-là. On rappelle que l'incarnation peut pas sauter en une phase, etc. Donc, il était joué. Est-ce qu'il le sera encore, ou est-ce qu'il va être remplacé définitivement par l'incarnation? Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, il a été testé, il a été validé en tournoi, sur des tournois assez durs. Donc ouais, lui, il se réfléchit clairement comme mercenaire. Donc je pense qu'en Order, le Kraken Eater, ou en Death, le Gatebreaker, c'est deux choix intéressants. On a fait le tour, les amis, des War Scrolls, des améliorations, des aptitudes d'allégeance et même des mercenariats. Nous, on va faire un rapport de bataille que vous allez pouvoir voir, dans lequel on va jouer tout simplement une allégeance qui m'a sauté aux yeux par le plaisir et la fraîcheur qu'elle propose. C'est tout simplement le roi Bob, qui est en tout cas juste là pour lancer des prières et être un gros qui est comme assez séduisant et qui tartine fort, qui synergise aussi avec le reste du groupe, de la tribu. Ensuite, c'est un Gatebreaker pour aller chercher justement la tribu des Breakers, qui pour rappel permet aux petits de pouvoir tout simplement charger à 3d6. Ensuite, on va avoir tout simplement 2 fois 3 petits, donc 4 unités indirectement, réparties sur 2 détachements, 2 bataillons, pardon, on est sur West. Le premier bataillon va nous dire, soit tu choisis un deuxième artefact, en l'occurrence on a un nommé et le Gatebreaker, donc on va tout simplement choisir un one drop. On va choisir comme artefact générique de sa liste le fait de pouvoir tout simplement advance et charge, avec le Gatebreaker. Ouais. Et derrière, deuxième bataillon, dans lequel on va choisir 2 fois 3 unités pour aller aussi chercher de nouveau un one drop. C'est-à-dire qu'avec cette liste, on est en plus de ça à 2 pauses. Les synergies sont faciles, ils tentent une prière, plus 2 mouvements à tout le monde. Tout le monde bouge de 10 pour les petits à 12 pour les gros. Le Gatebreaker peut bouger de 12 plus 6 pour un point de commandement et donc bouger de 18 et quand même pouvoir charger. Et tous les petits à côté peuvent bouger de 10, advance et charge à 3d6. Donc advance, donc bouger finalement de 10 et charger à 4d6. Ouais, ça charge. Donc voilà, ça charge T1, mais ça permet aussi tout simplement de jouer défensif et de dire à l'autre, tu sais quoi, moi je me suis mis le long de ma ligne, fais ce que tu veux. Si jamais tu mets un doigt de pied dans l'objectif, je m'en sers comme d'un tremplin et je te pulvérise la nouille. Donc franchement, en fait, c'est assez sympa à jouer en termes de début de game et aussi pour se repositionner, justement pour aller chercher des objectifs secondaires un petit peu plus complexes. Ouais, et puis clairement, la possibilité de jouer un double tour là-dessus, parce qu'en fait, le 2 pauses va te donner le choix de l'initiative au premier tour. Ce qu'on appelle l'initiative AOS, c'est le choix de savoir qui joue en premier. Donc si vous avez moins de pauses qu'autre adversaire, vous pouvez très bien lui dire joue d'abord, c'est assez souvent ce qui se fait quand même en général. Et même s'il va prendre un peu le contrôle de la table, on a vu qu'on a largement la projection pour aller le chercher. Et s'il essaie entre guillemets de nous enfermer chez nous, comme on peut passer au-dessus des figurines qui font moins de 4 pouces, on passera au-dessus des cordons, on ira charger ce qu'on veut, ce genre de choses. Donc là, par exemple, vous êtes à demi to pick, donc il y aura pas de triomphe, mais dans ce type de liste, le triomphe à aller chercher, c'est celui de relance de charge plutôt que le plus un bless pour charger à 3d6 en ayant reçu un ordre et quand même pouvoir relancer la charge. Le triplace est si vite arrivé de nos jours. Yes, qu'est-ce que tu auras envie de tester aussi d'autres comme alliance? J'aimerais quand même bien tester celui avec le Mega Menhir là, et pour le coup peut-être 3 packs de petits pour vraiment avoir ce côté, je vais te les envoyer les uns après les autres et dans tous les cas un peu la Death Frenzy d'Escaven si tu veux. Même si tu me tues, je vais quand même réussir à taper. Je pense que ça c'est aussi intéressant. Après honnêtement ce qui est bien c'est qu'avec au final si peu de War Scroll, t'as quand même 3 tribus que t'as vraiment envie de tester je trouve. Lui nécessite de travailler un petit peu sa liste pour le rentrer mais je pense que ça peut valoir le coup. Et puis encore une fois, retester les unités de petits qu'on voyait quand même peu. Aujourd'hui, les listes assez classiques, c'est 3 gros et l'incarnation ou 4 gros. Mais souvent 3 gros et l'incarnation avec 3 Gatebreakers. Bon, le Gatebreaker est toujours fort, je pense quand t'as envie d'en tester 3 et de te dire, je vais tenter mes 4 plus magiques et à chaque fois, boum. Voilà. Ça, je pense que juste pour le marrer une fois, j'essaierai de la tenter. Peut-être pas en tournoi, mais en partie amicale, ça peut valoir le coup. Mais franchement, le Battle Tome est top parce qu'il t'offre de la rejouabilité. On connaît aujourd'hui quand même les forces et les faiblesses des Sons of Behemoth qu'on peut changer. Le seul truc vraiment frustrant pour les adversaires, c'était le contrôle. Quand le mec a un PV et comptait pour 30 et que t'étais là, genre,
je récupère pas le point là-dessus. Aujourd'hui, au moins, ça c'est dégressif, donc c'est bien. Et la jonction de ce gars-là et du nouveau avec son menhir apporte quand même un vent de fraîcheur et de la rejouabilité avec seulement, entre guillemets, 2 War Scrolls et la réécriture des tribus, encore une fois, contrat rempli pour moi. Yes, mais écoute, pas mieux. Franchement, ça fait plaisir de voir que les Sons of Behemoth ont une profondeur de jeu, en tout cas une remise en question intellectuelle sur les artefacts qu'on va pouvoir donner, sur les tribus, enfin même sans parler d'artefacts, puisqu'il y en a des génériques d'autres, ou alors tout simplement les tribus avec lesquelles on va pouvoir jouer. On est dans la lignée de ce que fait Age of Sigmar, on est sur un BT qui est simple mais qui n'est pas simpliste, et ça franchement c'est super cool. Derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est quand même sur un BT qui, quand on regarde par rapport aux Luminettes, puisqu'ils sortent la même semaine, on a d'un côté les Luminettes qui vont avoir pour moi une attrition qui va être lissée sur un nombre de tours, là où en fait, quand tu mets 520 points dans une unité, quand tu la perds, tu as perdu littéralement un quart de ton armée. Donc c'est évident qu'on va être sur quelque chose d'un petit peu plus violent, où on va être sur un burst en début de game, ce qu'on appelle un early game, et plus on va avancer dans le temps, plus justement si le PV qui tombe est le dernier, vont nous pénaliser justement là-dedans, et donc on risque quand même de s'essouffler un petit peu vite. À noter quand même 2 choses qui sont importantes, c'est qu'on n'est plus en saison de Gur, donc vos géants ne donnent plus un point quand ils sont tués, et une des, on va dire, rustines, même si c'était assez élégamment fait de la part de Game, c'était le système de proie alpha, et en fait les Gatebreakers te donnaient aussi 2 points quand ils mouraient. Donc il y a eu une époque de la méta où les Gatebreakers te donnaient 3 points quand ils étaient tués. Aujourd'hui tout ça a disparu, et le Battle Tome a quand même l'air un peu meilleur qu'avant. Un peu meilleur, voilà, sachant que, comme on le disait en préambule, c'est le 3e meilleur win rate actuel sur la méta internationale que Game a surveillé sur ces derniers mois. Résultat de tournoi parlant. Donc ça sonne quand même comme un Battle Tome qui va avoir un vrai impact, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, parce que je pense qu'il est quand même un peu au-dessus de ce qu'il était avant. En tout cas, plus de rejouabilité, plus de profondeur, la possibilité d'aller chercher des Endless Spells, la Crown Spire, ce gala, ce genre de choses, ce qui le rend quand même vraiment intéressant, et je pense que ça va être un sérieux contender dans la méta à venir. Est-ce que t'as pas peur pour cette saison néanmoins, parce qu'en fait, en gros, il n'y a pas d'unité de Gaïa dedans, donc c'est plutôt pas mal. Mais à côté de ça, ça veut aussi dire que baptême du feu, tu scores pas. Oui, alors en fait, le baptême du feu, donc si ton adversaire joue en 2e, déjà ça veut dire que tu vas pouvoir l'asmater avant, donc à part le tour 1, où en général tu auras moins de pauses, tu choisiras de jouer en 2e, donc le baptême du feu ne t'impactera pas, tu choisiras un objectif chez lui. On rappelle aussi qu'un objectif ne peut être choisi pour le baptême du feu qu'une seule fois. Donc tu peux t'en prémunir. Donc tu peux quelque part aussi t'en prémunir aussi, et puis je pense qu'il fallait contrebalancer aussi un peu la violence de ces unités-là. Et mine de rien, l'adversaire, s'il joue en second et qui subit quand même toute la phase de corps à corps, les charges d'impact monstrueuses et tout avant, au moins il y a un objectif sur lequel tu pourras pas aller. Après, de toute manière, en général, t'as pas non plus 50 unités dans l'armée, tu peux pas jouer sur tous les objectifs, notamment sur les scénarios à 6 ou 8 objets, t'as pas assez d'unités tout bêtement. Donc s'ils choisissent ça en baptême du feu, tu iras sur les autres. Et aujourd'hui, t'as la mobilité et la projection pour le faire, donc je pense que c'est pas si grave que ça. Un grand merci à toi. C'est simple, parce qu'en fait, j'ai hésité entre toi et d'autres personnes pour faire le Battle Tome Review, et quand j'ai vu ton physique pour les Sons of Behemoth, ça m'a paru évident. Merci, le petit fion de la fin qui fait toujours plaisir. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas un petit coup de menhir dessus, toujours vers le haut, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi continuer de supporter French Frame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.